Alors, donc, notre chapitre Bâtir un système de soins orienté rétablissement, du concept à la réalité, décrit le programme de transformation de l'offre de soins en santé mentale entrepris par l'État du Connecticut aux États-Unis d'Amérique à partir de l'année 2000. Alors, il y a 7 caractéristiques centrales du système de soins ainsi conçu par l'équipe de Davidson. Donc, je vais vous lire la première caractéristique. Donc, elle se fonde entre autres sur les savoirs expérientiels des patients. Tu me donnes la main, Mima? Oui, oui, bien sûr. Ok. Donc Mima, pardon, va vous lire les caractéristiques. Moi, je vais vous lire les voies de mise en œuvre de ces caractéristiques. Donc, pour cette première caractéristique, il s'agit de rompre avec l'habitude de penser le rétablissement à la place des personnes concernées. Donc, il s'agit de promouvoir et de mettre en valeur la contribution des patients. Chercher à ce que les personnes concernées soient actrices et non objets de leurs soins. Consulter les plus importantes organisations menées par et pour les personnes en rétablissement, ainsi que la littérature psychiatrique, psychologique et sociologique, et mettre tous ces savoirs en relation. Deuxième caractéristique, redéfinit la notion de rétablissement. Donc, ne plus comprendre le rétablissement comme synonyme de guérison médicale ou rémission des symptômes, et élaborer les valeurs et principes fondamentaux du rétablissement par les personnes elles-mêmes, capables d'orienter les pratiques de soins. Troisième caractéristique, elle place l'orientation rétablissement au cœur du système. Il s'agit donc de concevoir le rétablissement comme objectif premier de tous les services et soutiens. Le concevoir comme une initiative systémique, une nouvelle orientation de l'offre de soins, une initiative ciblant le système de soins en son entier, et non pas comme un ajout complémentaire au système de services et soutiens préexistants, auquel on grefferait de nouveaux programmes et dispositifs orientés rétablissement. Quatrième caractéristique, elle forme l'ensemble des professionnels au nouveau paradigme. Alors, il s'agit d'évaluer les connaissances et les attitudes des professionnels, mettre en œuvre un programme de formation pertinent et développer les compétences et aptitudes nécessaires par l'éducation et le conseil. Cinquième principe ou caractéristique, pardon, gère les processus de rétablissement des patients à long terme. Pour cela, il faut aller au-delà du modèle de prise en charge des épisodes aigus de la maladie vers un accompagnement dans la durée avec une approche holistique. Sixième caractéristique, prend en compte la diversité culturelle. Alors, comment? Eh bien, il faut adapter le système de soins et ses dispositifs à la diversité culturelle des sociétés et adapter la prise en charge de chaque usager à sa spécificité culturelle. Enfin, la septième caractéristique, promeut la vie sociale des patients en milieu ordinaire. Il s'agit donc d'encourager la participation sociale des usagers hors des établissements, les soutenir dans le cadre de leur vie en société, en milieu ordinaire. À partir de l'argumentaire de Davidson, nous avons élaboré à plusieurs voix, c'est-à-dire avec à la fois l'expression de nos voix individuelles et la mise en harmonie collectivement de ces voix, nous avons travaillé à une réflexion sur notre système de soins français et notre fil de conducteur, ça a été la question du changement. Donc finalement, on se pose la question du pourquoi, du comment. Alors, pourquoi, selon nous, un changement est nécessaire? La santé mentale, un enjeu de santé publique.
Les hôpitaux et services dédiés sont saturés. Tout ne peut pas reposer sur ceux qui portent déjà à bout de bras ce système. En 2026, la santé mentale est grande cause nationale pour la deuxième année consécutive. Mais où sont les actes? Quelque chose doit changer dans la façon de penser et structurer les soins, dans celle d'y faire une juste place à la pérédance, en somme de considérer le potentiel humain. De cette reconnaissance découlera une évolution des mentalités et des pratiques où les personnes deviendront réellement partie prenante du système dans lequel elles évoluent. Rien sur nous sans nous, c'est encore d'actualité. J'ajouterai même rien sur nous sans nous et sans vous. Soignants, aidants, travaillons ensemble. Nous avons besoin de partager le pouvoir et non de lutter les uns contre les autres pour le conquérir de force. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? J'ai le rêve que le métier de médiateur de santé pair soit enfin reconnu à sa juste valeur. Son intégration dans les équipes encouragée, voire recherchée. Je ne veux plus que l'on me refuse l'accès aux réunions d'équipe, ni vivre ces stages cantonnés à un rôle d'observatrice, condamnée à écouter le médecin sans pouvoir intervenir. Silencier dans les lieux mêmes du rétablissement, c'est dérangeant. Déranger, être inconfortable, au début pourquoi pas. Subir la violence institutionnelle, certainement pas. Nos blessures ne sont pas une menace. Elles sont le phare dans la nuit qui fonde notre pratique. J'ai le rêve qu'on considère que les personnes concernées, avec leurs droits et ressources, sont capables d'évoluer et de se rétablir avec dignité. Qu'on cesse de parler sans elles de ce qu'elles sont ou ne sont pas. Un trouble psychique ne disqualifie pas toute capacité d'entendement ou pouvoir d'agir. C'est une représentation à déconstruire. J'ai pu expérimenter son effet délétère sur la qualité de l'alliance thérapeutique et le rétablissement. Comment avoir confiance en soi si on est cantonné à une place inférieure? Redevenons sujet. J'ai le rêve que l'on resensibilise l'accompagnement. Replaçons-nous en tant qu'humains. Sortons de cette obsession de la raison, des preuves, de l'objectivité froide. Cessons de considérer les émotions comme peu fiables, dangereuses et enfantines. Opposer l'émotionnel au rationnel alors que les deux sont complémentaires et interagissent, ça n'a pas de sens. Quand j'ai proposé de travailler avec ça sur les particularités des adolescents, on m'a répondu qu'en tant que personne concernée, mon regard était biaisé. On a préféré payer une personne extérieure. Vous êtes trop impliqué. Vous manquez de distance. Comment pouvez-vous savoir? Je sais parce que ce que j'ai vécu est une réalité. Mais comment faire confiance à une expérience qui n'est transmise que par la parole? Faire confiance à l'autre, c'est aussi se faire confiance et accepter de se laisser déstabiliser et de changer son regard. Mais ça demande du courage. Alors, comment peut-on changer les choses? Ne demandons plus aux pères aidants de se greffer à un système établi et rigide si c'est pour qu'ils se conforment sans pouvoir le modifier de l'intérieur. Pour repenser le système en profondeur, partons des besoins des personnes concernées pour co-construire avec elles le soin et l'accompagnement en réfléchissant entre usagers, soignants et pères aidants. Formons l'ensemble des personnes concernées au rétablissement et pas uniquement ceux qui se destinent à exercer professionnellement la pérédance. Revaloriser la pérédance est essentiel. Si, comme le dit Albert Camus, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde, alors statuer sur un terme unique pour définir notre métier s'impose, ainsi qu'une reconnaissance juridique officielle. Les politiques publiques doivent nous soutenir et nous aider à lutter contre les préjugés persistants. Les médias ont aussi un rôle à jouer dans la déconstruction de ces représentations erronées et dans la diffusion d'informations plus justes. Le recours à certaines pratiques telles que la contention et l'isolement doivent être mieux encadrés, limités ou abandonnés.
Le respect des droits des personnes porteuses d'un trouble est central, notamment via la promotion et le déploiement des directives anticipées en psychiatrie, mais aussi en favorisant la cohésion entre les différents acteurs de la psychiatrie. Il est aussi important d'aller dans le sens de la désinstitutionnalisation et d'encourager les personnes à retrouver une vie satisfaisante en milieu ordinaire. Le développement de la santé communautaire, des alternatives à l'hospitalisation, des tiers-lieux ou le déploiement d'équipes mobiles spécialisées pourrait être une réponse à l'engorgement des hôpitaux. Le médiateur de santé pair, par essence et par sa mission de passerelle entre les patients et les équipes soignantes, est un facilitateur, instillant la confiance, aidant à renouer avec soi, les autres et le monde. En tant que père aidante, j'utilise mon savoir expérientiel pour insuffler de l'espoir aux personnes concernées. Après 9 ans d'hospitalisation consécutive en clinique psychiatrique, la volonté d'utiliser mon pouvoir d'agir m'a permis d'accéder au DU de père aidance dans la médiation en santé mentale. Suite à l'obtention de ce diplôme, j'ai pu raccrocher avec le monde du travail, notamment grâce à Esperpro, qui m'a offert l'opportunité de sortir d'une longue institutionnalisation. Depuis, je vis en milieu ordinaire et j'ai retrouvé mon pouvoir sur ma vie en prenant mes propres décisions et en m'entourant de professionnels soutenants qui favorisent mon rétablissement. Les effets positifs du recours au père aidant ont été observés à l'étranger, notamment dans les systèmes de santé mentale nord-américains, en Suisse, en Belgique. J'ai moi-même connu la santé mentale communautaire au Québec il y a 13 ans, en intégrant une maison de répit alternative à l'hospitalisation. Je peux témoigner de l'écart entre les soins dont j'ai alors bénéficié et l'offre que j'ai connue en France. Quelques structures de répit commencent à apparaître sur notre territoire national. Elles demeurent marginales, tandis que chez nos voisins, la grande valeur de ce type de structure est établie, tout comme celle de la père aidance. Enfin, cela me semble important de considérer la personne dans son ensemble et de respecter son fonctionnement au risque de passer à côté d'une partie de l'accompagnement. Par exemple, en tant que femme autiste, je suis convaincue que la seule présence d'un père aidant autiste dans une équipe de psychiatrie est un outil puissant de déstigmatisation. Je pense qu'il faudrait valoriser cette particularité de fonctionnement, plutôt que de la voir comme un trouble à corriger. Il me semble important de comprendre aussi que les personnes concernées par un TND peuvent l'être également par des troubles psychiques. Mais alors, qui a la responsabilité de réaliser ce changement? La responsabilité nécessite d'avoir pleinement conscience de ce qu'elle implique, à savoir de reconnaître la personne comme un sujet véritable, capable d'autonomie, mais en même temps garder à l'esprit que ce sujet est fini, est limité. L'approche éthique de la responsabilité renvoie à l'idée d'une personne se donnant à elle-même la visée d'une vie qu'elle considère comme bonne et, particulièrement, les moyens d'agir en contractant un engagement. Mais peut-on vraiment tout contractualiser quand on a affaire à un sujet vulnérable qui peut se trouver dans une situation où il se perd? Ne risque-t-on pas de lui faire porter la responsabilité de son manque de rétablissement et de pencher alors dans un excès de responsabilisation, Il existe un modèle juridique de la responsabilité qui met l'accent sur la responsabilité du sujet de droit, alors même que le sujet a agi selon des circonstances aggravantes ou atténuantes, que ce soit intentionnel ou non. D'où le fait qu'au pénal, on stoppe la responsabilité par une sanction ou une réparation. Ce modèle peut conduire à un autre excès, celui de la victimisation et donc à une déresponsabilisation justifiant, dans le cadre qui nous occupe, le recours à des institutions pensées comme protectrices et alors le retour d'une forme de paternalisme et de l'infantilisation qui l'accompagne. Il s'agirait donc de se situer entre ces deux écueils. Vous pouvez le faire. Nous pouvons vous aider, dit Davidson. Encore faut-il amener les outils, ouvrir les possibilités sans influencer, ni juger si la personne refuse, rechute
ou prend plus de temps, celui dont elle a besoin. Cette responsabilité ne doit pas reposer uniquement sur les épaules des personnes. Elle concerne aussi leur environnement et même la société tout entière. Elle passe par une responsabilisation collective qui implique de faire une place aux personnes concernées et de les intégrer comme des membres à part entière du corps social et d'affirmer « vous faites partie du monde puisque vous êtes une partie du monde ».